100 000 exemplaires en France en quelques mois, 400 000 aux États-Unis. Les chiffres des ventes du Capital au XXIe siècle du français Thomas Piketty donnent le vertige pour un livre d'économie. Un livre, ou plutôt un pavé de 1000 pages en français, 700 en anglais. Mais au-delà du succès d'édition, on retiendra aussi et surtout le vif débat sur les inégalités qu'ont provoqué les travaux de l'économiste français. Alors pour parler de ce débat, je reçois Christian Chavagneux, éditorialiste chez Alternative Économique. Bonjour Christian Chavagneux. Bonjour. Alors, vous avez choisi à Alternative Économique de titrer votre numéro du mois de juin Inégalité, la révolution Piketty. Vous avez ainsi repris le terme révolution qui avait été employé par Paul Krugman dans son édito qui avait un petit peu lancé le buzz sur ce livre. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de reprendre ce terme révolution? Est-ce que pour vous, c'est vraiment une révolution? Oui, tout à fait. On s'aperçoit que dans les grandes institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, comme l'OCDE, comme la Banque mondiale, eh bien, il y avait une forme de doxa, de théorie dominante qui consistait à dire que, comme chez tous les économistes, les inégalités ne sont pas vraiment un problème, que si on a de la croissance, les problèmes d'inégalité vont se résoudre. Ce que nous dit Thomas Piketty, c'est complètement l'inverse. Non, les problèmes d'inégalité ne se résolvent pas de manière naturelle. Il faut une action politique tout à fait spécifique. Et pour justifier cette action politique, il faut d'abord un constat sur le niveau des inégalités. Et c'est tout l'apport de Thomas Piketty que de nous donner de la fin du 19e à aujourd'hui une dynamique historique d'évolution des inégalités. Et bien sûr, pour le monde d'aujourd'hui qui nous intéresse, sa prédiction majeure qui est que les inégalités vont avoir tendance à augmenter dans nos grandes économies, en particulier en France. Mais alors, comment expliquer que cette question des inégalités ait été aussi absente du travaux des économistes ces dernières années? Mais les économistes, vous savez, ils fonctionnent, et Thomas Piketty l'explique très bien dans son livre, dans un monde complètement abstrait où les modèles jouent un rôle extrêmement important, où l'élégance mathématique l'emporte sur le contact avec la réalité. Et ce que nous dit Thomas Piketty, c'est que cette façon de faire de l'économie n'est pas bonne. Il est vraiment un héritier direct de ce qu'on appelle l'école historique allemande du début du XXe siècle, fin 19e, où ces économistes nous disaient, c'est exactement ce que fait Thomas Piketty, on part d'abord d'une étude empirique, on regarde les statistiques et on essaie de comprendre les évolutions dans chacun des pays en les resituant dans le contexte institutionnel et politique de chacun des pays. Ce qui vaut pour les États-Unis ne vaut pas pour la France, ce qui vaut pour la France ne vaut pas pour le Japon, etc. Et donc c'est cette approche nouvelle qui fait que Thomas Piketty, je crois aujourd'hui, a pris une importance extrêmement importante. Pourquoi est-ce que, selon vous, le retentissement il est aussi fort aux États-Unis? Alors, les travaux de Thomas Piketty, ceux de l'OCDE, ceux du Fonds monétaire international, montrent que les États-Unis sont le pays où l'accroissement des inégalités a été le plus fort. Entre le début des années 80 et aujourd'hui, une multiplication par 3 à peu près de la part des richesses contrôlées par les 1% les plus riches. Donc c'est un phénomène extrêmement fort sur le plan empirique. Et puis politiquement, il y a des élections de midterm qui arrivent aux États-Unis à l'automne et on s'aperçoit s'il y a un sujet sur lequel les démocrates sont jugés crédibles par l'ensemble de la population américaine, c'est celui sur les inégalités. Je pense que ça explique en partie la mise en scène politique dont a bénéficié Thomas Piketty lors de sa tournée américaine. Il y a un peu de récupération. Il y a un peu de récupération politique de la part du président Obama, c'est clair. Alors vous avez vu aussi que les travaux de Piketty ont suscité de nombreuses critiques. Je pense notamment à cette couve de Bloomberg Business qu'il affichait en une avec une parodie de couverture de magazine pour adolescentes qui qualifiait le livre de lecture de plage. Il y a vraiment un intérêt à décrédibiliser ce livre. On en revient dans le débat politique, comme quoi Piketty a peut-être été utilisé comme un pion dans ce débat politique. Je crois qu'à la fois du côté de Bloomberg et du côté du Financial Times, qui ont été deux supports qui ont relevé des erreurs de calcul. Voilà, qui ont essayé de mener la contestation sur la solidité des données et donc sur la conclusion politique. Je pense que pour ces journaux, ces supports médiatiques, ce qui était important, c'était de lutter contre la conclusion politique des travaux de Thomas Piketty. Sa conclusion politique, c'est quoi? C'est qu'il faut une taxe progressive et importante sur le patrimoine des plus riches. Et je pense que ce qui gêne beaucoup ces médias anglo-saxons, c'est la conclusion politique de Thomas Piketty. Ils ne veulent pas qu'un débat international s'ouvre sur la possibilité d'une taxe sur le patrimoine au niveau mondial. Donc pour contester la conclusion politique, il fallait contester d'abord la solidité empirique, mais Thomas Piketty a balayé d'un revers de main toutes ces critiques avec une très longue note très explicative. Alors en France, l'écho a été moindre. D'ailleurs, Thomas Piketty l'a regretté dans une interview au Monde. Les critiques en France, elles portent surtout sur le manque de théorisation des faits. Alors, que retenez-vous du débat franco-français? On aurait pu aller plus loin?
Non, c'est vrai qu'il y a eu une absence de prise en compte générale, il n'y a pas eu un phénomène d'emballement médiatique, hein, mais du côté des économistes, il y a, alors vous prenez Michel Husson, qui est plutôt un économiste à la gauche de la gauche, qui lorsqu'il critique le manque de théorisation, veut dire qu'il n'y a pas assez de pages chez Thomas Piketty sur les rapports de force entre le capital et le travail. Lorsque vous prenez Robert Boyer, qui est un économiste de la régulation, lui, il est plutôt en quête d'un modèle général explicatif, comme le fait les codes de la régulation généralement, et il se plaint du fait que Thomas Piketty n'offre pas ce genre de modèle. Vous avez James Galbraith aux États-Unis. Bon, chez lui, il y a une petite part de jalousie parce qu'il fait les mêmes travaux que Thomas Piketty depuis des années. Il n'a jamais eu cette reconnaissance médiatique, donc je pense qu'il y a une petite part de jalousie. Mais c'est la même chose. Un bout de Boyer, pas assez de théorisation, un bout de politique, pas assez de mise en scène du rapport capital-travail. Et puis vous avez Guillaume Allègre et Xavier Timbaud, deux économistes de l'OFCE, qui eux disent si on veut vraiment comprendre comment lutter contre les inégalités, il faut revenir à la base. Et pour eux, la base, c'est quoi? C'est la constitution de rente des propriétaires immobiliers, de la propriété intellectuelle. Et si on veut lutter contre les inégalités, il ne suffit pas de taxer ex post le résultat des inégalités, mais ex ante, il faut remettre en cause les rentes. Donc voilà, le débat français s'est un peu structuré autour de toutes ces idées. On pourrait aussi dire que les inégalités se sont moins creusées en France qu'ailleurs, peut-être pour expliquer ce moindre retentissement. Oui, c'est vrai que les travaux de Piketty, ceux de l'OCDE, montrent un accroissement relatif moindre, mais vous savez, je pense que les inégalités dans chacun des pays sont mesurées de manière tout à fait relative. Même si elles ont moins progressé en France, le sentiment national est que ces inégalités sont trop fortes et qu'il y a besoin d'une action. Et je pense que de ce point de vue-là, ça rencontre bien évidemment les thèses de Thomas Piketty. Pour conclure, Christian Chavagneux, est-ce qu'on pourrait faire le pari que Thomas Piketty, avec ses travaux, intègre la shortlist des Nobelisables? Alors, déjà, vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie. C'est un prix de la Banque de Suède. Et c'est Lawrence Summers, l'ancien conseiller de Barack Obama, l'ancien vice-président de la Banque mondiale, qui l'a dit. Je pense qu'avec ses travaux, Thomas Piketty mériterait d'avoir les plus hautes récompenses de la part des économistes. Eh bien, Christian Chavagneux, je vous remercie pour cet éclairage sur cette Piketty mania qui déferle aux États-Unis, un petit peu moins en France. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à Alternative économique. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci.